Héros, Faustine Bollard sur RTL. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans Héros, votre rendez-vous chaque soir à 20h sur RTL, RTL.fr, mais également en podcast. Nos invités viennent partager tous les soirs avec vous des histoires hors du commun, très bouleversantes et admirables. C'est le cas de notre héroïne ce soir. C'est une fierté pour nous de la mettre à l'honneur. Bienvenue sur RTL, du lundi au jeudi à ce micro. Nos héros, c'est vous. Et demain, sachez que c'est le top départ du Duo D sur les antennes du groupe M6. Une journée durant laquelle on met à l'honneur des personnes en situation de handicap, leur force, leur détermination de qualité qui caractérise si bien notre héroïne de ce soir, qui s'appelle Lucie. Comme je vous le disais, il y a un peu plus d'1 an, cette maman de 3 enfants a failli mourir à cause d'une simple piqûre de moustique. Plongée dans le coma, Lucie s'est retrouvée plusieurs semaines entre la vie et la mort à cause d'un paludisme sévère. À son réveil, la quadragénaire a dû prendre en quelques heures une décision qui allait bouleverser toute sa vie. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Vous faites une petite moue parce que vous me dites, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a bouleversé ma vie. Quelle est cette décision que vous avez dû prendre en quelques heures à peine ? J'ai dû prendre la décision de me faire amputer des 2 pieds et des 2 mains pour ne pas mourir. Ne pas mourir. Aujourd'hui, un peu plus d'1 an plus tard, alors elle ressemble votre vie ? Je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est ma frustration ici, c'est que vous avez des yeux incroyables, que vous êtes lumineuse, extrêmement souriante, et vous avez une joie de vivre extrêmement communicative. Alors à quoi justement elle ressemble votre vie ? Alors ma vie, elle ressemble pas du tout à avant. Forcément, là, je suis maman de 3 enfants, je suis maman solo. Donc déjà, je cours partout, comme toutes les mamans, et encore plus les mamans solo. Et puis la vie propose plein d'opportunités aussi que j'attendais pas. Donc ma vie, elle ressemble à quelque chose de très nouveau. Très nouveau, et j'oserais vous poser la question, est-ce que vous êtes plus alignée aujourd'hui qu'avant ? Oui, c'est toujours, ça fait toujours un petit pincement de le dire parce que je suis pas en train de dire que tout est facile, c'est pas vrai, ce serait vraiment mentir et c'est pas le message que j'ai envie de donner, mais si j'avais la possibilité de revenir en arrière, je le ferais pas. Alors on va revenir à l'origine de votre histoire. Cette amputation, c'est le résultat d'un paludisme sévère. Comment vous avez contracté la maladie, Lucie ? J'ai fait un voyage au Gabon avec mon conjoint de l'époque pour aller voir son pays, sa famille, la culture. Et puis, on a passé un mois là-bas. Et au bout d'1 semaine après mon retour en France, premier symptôme, comme un état grippal, rien de très très inquiétant finalement. Rien Déjà, de vous n'aviez pas pris de traitement avant de partir contre le paludisme ? Non, parce que c'est très recommandé quand on va dans ces pays-là. C'est absolument recommandé. C'est un traitement que je connaissais bien parce que j'avais voyagé beaucoup en Afrique pour mon travail avant, pendant des années. Et puis, j'avais fini par arrêter de le prendre. Pourquoi ? On vous avait dit quelque chose ou juste... Alors les locaux vous disent d'arrêter de le prendre, les personnes à qui vous voyagez aussi. Et puis c'est vrai que c'est un traitement qui fait mal au foie en fait, donc qui donne des diarrhées, des nausées, etc. Après, c'est toujours notre propre décision et notre propre responsabilité, et c'est la mienne. Ouais. Quels ont été alors les premiers symptômes ? Dites-moi, quand vous êtes rentrée. Combien de temps après ? 1 semaine, c'est ça ? 1 semaine, état grippal, des frissons. Petite fièvre, voilà, un truc... Classique ? Ouais, classique. Puis moi, je m'inquiète jamais. Ah, vous êtes d'une nature... une nature un peu inconsciente, c'est-à-dire que vous prenez pas soin de votre santé, ou une nature positive de vous dire que c'est peut-être... Positive. Les deux, visiblement. Mais il y a ce truc-là qui dit non, c'est bon, c'est rien. Vous n'avez pas pensé, à ce stade-là, vous ne pensez pas 1 seconde au paludisme ? Vous pensez quoi ? Au Covid même presque ? Oui, au Covid, une grippe, une crève qui arrive, rien de grave. Ouais, je me couche avec un Doliprane, je prends une infusion et j'attends. Comment ça paraît improbable quand on connaît la suite que vous venez de nous décrire. Comment votre état de santé il a évolué alors, Lucie ? En même pas 12 heures, je suis montée à 42 de fièvre, 6 de tension et je tenais même pas assise. Ah ouais ? C'était très très rapide. Mais vous avez appelé les urgences ? Vous êtes allée aux urgences immédiatement ? Oui, on est allé aux urgences. Alors j'ai appelé le 15 la nuit qui a suivi, quelques heures qui ont suivi les premiers symptômes, mais j'ai pas dit que je revenais d'Afrique. Donc forcément, ils ont pas... Exprès ou juste parce que vous n'y avez pas pensé ? J'y ai pas pensé. Ouais. J'ai pas pensé. Si je l'avais dit, ils auraient pu faire leur travail correctement. Donc, encore une fois, c'est une deuxième erreur que j'ai faite, si je peux dire les choses comme ça. Vous êtes en train de nous dire que si vous aviez été pris en charge pour le paludisme plus tôt, vous auriez pu peut-être éviter ces amputations ? Alors ça, j'ai pas la réponse et je pense que personne l'aurait. Il faut mieux pas se poser la question. Ouais, c'est des questions. Alors, arrivé aux urgences, vous allez être pris en charge. Pourquoi ? C'est-à-dire que, de quelle manière vous allez être pris en charge ? On va vous dire quoi ? On essaie de me prélever du sang. C'est déjà compliqué en fait. À ce moment-là, je comprends pas pourquoi, mais on a du mal à me prélever du sang, mais rapidement, au bout de... Parce que le sang commence déjà à se retirer des pieds et des mains, sans que je le sache encore.
D'accord. Et vous sentez un regard inquiet Non. chez les médecins? Non, du tout. Ils courent partout, hein. Vous savez, les urgences d'un hôpital public. Donc, et moi, je m'inquiète pas toujours. Je me dis, bon, c'est quand même bizarre, mais c'est sûrement rien. Et puis après, rapidement, on monte en réanimation. Là, je me dis quand même, en réanimation, ils exagèrent ici. C'est costaud, quoi. Je suis pas en train de mourir, quoi. La réanimation, je connais bien parce que j'ai eu des proches qui y sont allés. Donc, et puis, j'entends un interne donner le dossier à quelqu'un d'autre, dire c'est un palud sévère. Donc je dis bon, ok, c'est un palud sévère, allez, c'est quoi? Je vais rester 2 semaines en observation, au pire. Sauf que là, on commence à me brancher. Et ces branchements, encore une fois, je les connais. L'oxygène, la fréquence cardiaque. Et là, vous comprenez qu'on a basculé dans un autre monde. Ouais, là, je me dis, il y a un problème. Vous comprenez que là, vous êtes dans un état critique? Non, je comprends pas, mais pour enlever mes doutes, pour être rassurée, j'appelle un interne pour poser ma question, qui est, est-ce que c'est grave, en fait? On est en train de me brancher, mais expliquez-moi un petit peu. Et là, elle me dit, oui, c'est grave. Je dis, oui, mais c'est grave, comment? Enfin, je vais pas mourir, quoi. Dites-moi vraiment. Et elle me dit, si, c'est grave, madame. Votre foie est attaqué, vos reins sont attaqués. Et en fait, ça monte. Ça va attaquer les poumons. On pourra pas arrêter l'invasion du parasite, la progression du parasite avant que ça n'attaque vos poumons. Et donc, si ça monte encore, par contre, si ça atteint le cerveau, c'est la mort. C'est vraiment les termes. Mais à cette vitesse-là, on vous dit ça? Oui. C'est-à-dire que vous êtes arrivé 12 heures, réanimation, vos organes vitaux sont attaqués, et si ça s'arrête pas, vous allez mourir. Oui. Mais dans quel état? C'est la mort, ce sont ces mots. En fait, vous savez, de toute façon, il n'y a pas de bonne manière d'annoncer ça à quelqu'un. Donc, j'ai aucune colère par rapport à ça. Ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas de médiateur qui sait annoncer les mauvaises nouvelles de la bonne manière. Il n'y a pas de bonne manière d'annoncer ça. Vous saviez ce que c'était que le paludisme? Vous êtes renseigné sur la maladie? Oui. Vous aviez un portable pour aller voir sur Google? Non, alors je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, qu'il y a plusieurs types de parasites. Il y a des neuropalus qui s'attaquent directement au cerveau. Il y a des palus viscéraux, c'était le cas pour moi. Et puis il y a des palus bénins et puis il y a des palus mortels. Et c'est ce que j'ai attrapé. Comment ont réagi vos proches? Eux aussi, ils ont été entraînés dans cette spirale? Votre conjoint est avec vous? Mon conjoint de l'époque, oui. Pas au moment des urgences, il est venu me voir le soir. Parce que vous étiez toute seule alors en réanimation, toute seule? Ouais, vous avez dû affronter ça toute seule? Ouais, j'étais seule, ouais. Pourtant, on a le droit d'être accompagné en réanimation. Oui, mais il est pas venu. Je sais pas pourquoi. Okay. Je me rappelle pas vraiment. Donc le conjoint de l'époque, on va insister sur de l'époque. Oui. J'ai bien compris. Et vos enfants, ils ont été tenus au courant? Oui, tout de suite. Ouais. Oui, bien sûr. Je leur avais dit à ce soir en partant, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Comment les choses se sont accélérées parce que vous allez être plongé dans le coma? Qui va vous en parler de ça? Combien de temps là déjà? Parce que moi j'ai l'impression qu'on est arrivé aux urgences il y a 1 heure. Oui, c'est ça. Pendant 2 jours, j'ai de la fièvre, on me met des poches de glace sur le corps, j'ai très 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 mal aux pieds. Très très mal, comme quand on met les pieds dans une rivière glacée, quoi. Ça fait mal en fait. Et là, voilà. Donc je sais que je pleure beaucoup. Je suis dure au mal pourtant, mais là, j'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. Et puis il y a un monsieur qui se penche au-dessus de moi 2 jours plus tard, le lundi soir, et me dit on va vous endormir, madame, ce sera mieux. Et il n'a même pas dit on va vous mettre dans le coma. Il a dit on va vous endormir, mais j'ai compris. Et donc je savais très bien que on allait me mettre dans le coma. Je savais très bien que quand on vous met dans le coma, même artificiel, c'est pas garanti que vous alliez vous réveiller. Mais j'ai même pas pensé, je souffrais tellement, j'ai même pas pensé que j'avais des enfants, j'ai même pas pensé à demander à passer un dernier coup de fil en fait. Je voulais juste qu'on arrête mes souffrances. À ce moment-là, je voulais juste que ça s'arrête. J'ai un ami qui a été plongé dans le coma il y a pas hyper longtemps et je me suis demandé si on a prononcé ce mot coma. Est-ce que ce coma fait peur? C'est vrai que maintenant que vous le dites, on m'a pas dit ce mot-là. On m'a dit on va vous endormir. Ouais. Et vous avez entendu je vais arrêter de souffrir? Ouais. Ah oui. C'est une forme de déni de ne pas se demander justement si on passe un coup de fil ou juste vous avez fait confiance ou vous vouliez juste que la douleur s'arrête? À ce moment-là, c'était animal. C'est-à-dire que j'avais tellement mal qu'il fallait que ça s'arrête. Vous êtes resté combien de temps la première fois dans le coma? 10 jours, à peu près 10 jours, 1 semaine, 10 jours. Ouais. Comment on vous a réveillé? Est-ce que je crois que c'est pas toujours en une étape? Non. Comment ça se passe? En fait, on vous bourre de sédatifs, hein. On vous sédate, c'est le terme. Et puis, on diminue les sédatifs pour vous laisser une chance de vous réveiller. Le problème, c'est que ces sédatifs sont aussi ce qui vous aide à gérer la douleur. Donc, j'étais sous dialyse permanente, j'étais sous respirateur artificiel, je respirais pas bien. Et donc, le premier réveil a été fait vraisemblablement trop tôt, puisqu'on m'a rendormi aussitôt. Parce que souffrance? Parce que du coup souffrance et donc panique, et donc dans la panique vous pouvez pas respirer correctement. On m'avait attaché les pieds et les mains au lit, au barreau du lit pour éviter que je tombe parce que je me contorsionnais de douleur. Enfin moi j'ai pas de souvenir de ça. Je vous raconte ce qu'on m'a raconté. Maintenant quand j'en parle, je sens une réaction dans le corps. Il y a comme le corps s'en souvient. Le corps se souvient. Je sens ça. Ouais. La panique, en effet, on vous plonge dans le coma, vous réveillez, vous êtes accroché, vous étiez intubé?
Oui, j'étais intubée. Vous étiez intubée, en effet. Et donc il faut, j'imagine, coordonner sa respiration au respirateur. Il faut que ce soit quand même assez calme. Il vous faut un patient calme quand il est dans un état critique comme celui-là. C'est pour ça qu'on endort les gens. Et au bout de combien de temps vous allez vraiment vous réveiller ? On me rendort et après encore une dizaine de jours. Voilà. Et deuxième réveil après, oui. Lucie, à votre réveil, donc, d'une quinzaine de jours de coma, vous avez découvert que vos mains et vos pieds étaient complètement nécrosés. C'est ce que vous avez vu ou c'est ce qu'on vous a dit ? Alors ça, je l'ai vu. Ça s'est fait progressivement. Je me réveille du coma. Déjà, je comprends que j'ai failli mourir. Ça, j'ai mis plusieurs jours à intégrer ça. Après votre réveil, il va se passer combien de temps avant qu'on vous pose la question de ce qu'on allait faire de ces... Je pense à peu près une semaine. C'est moi qui ai posé la question. Donc, c'est-à-dire que pendant une semaine, elle ressemble à quoi cette semaine ? Vous revenez à la vie ? J'ai pas posé des questions. J'ai l'impression d'être encore entre le coma et le monde réel. Donc, j'ai ce que certains appelleraient des hallucinations. C'est-à-dire que je vois des gens décédés. Autour de vous ? Ouais. Alors, juste entre vous et moi, est-ce que ce sont des hallucinations ou aujourd'hui c'est une croyance pour vous ? Alors, ça, je ne sais pas. Il y a plusieurs... religions. Oui, il y a plusieurs croyances. Ça, j'ai pas de certitude là-dessus. Après, c'est vrai que cette expérience, forcément, moi, le coma, je l'ai pas vécu comme les autres. Moi, j'ai vécu autre chose dans ce coma-là. Donc, ça a fait exploser un peu mon côté cartésien, cette expérience. Ces personnes décédées avaient un lien avec vous ? Non, du tout. Je les connaissais pas. Et vous faisiez peur ? Oui. Ça fait peur de voir des gens morts au pied de votre lit ou dans votre chambre. Donc pendant cette dizaine de jours, vous êtes dans cet état un petit peu entre la vie et la mort. Voilà, c'est ça. Enfin, je suis plus en danger à ce moment-là. Ouais. Je suis en danger parce que mes pieds et mes mains sont nécrosés. Il va falloir rapidement amputer quand même. Mais ça, vous le voyez ? En fait, c'est progressif. C'est-à-dire qu'au début, les mains enflent, ça devient rouge, ça devient marron, puis ça commence à sécher, en fait. Le sang, pour protéger vos organes vitaux, le système immunitaire prend la décision d'enlever le sang des pieds et des mains, des parties non vitales, pour les concentrer autour de vos organes. J'ai été transfusée 10 fois, ça n'a pas suffi. Donc à ce moment-là, ce que je voudrais savoir, c'est si en effet, vous voyez vos mains foncées, vous voyez les nécroses, et vous allez attendre 8 jours avant de poser la question ? Oui, parce que j'ai pas les idées claires. Oui, vous êtes un peu dans le flou et en totalement, brouillard. Et alors, qu'est-ce qu'on va vous dire au bout de 8 jours ? On me dit clairement, on m'explique le système de la nécrose, pourquoi c'est arrivé, et puis on m'explique que parfois ça peut revenir, mais là on sait que ça reviendra pas. Le sang ne reviendra pas. Le sang est resté trop longtemps en dehors de mes membres pour que ça puisse revenir. Est-ce que votre conjoint de l'époque et vos enfants, pendant ces 8 jours, ils étaient présents ? Vous êtes retrouvés aussi ? Oui, ils ont été. Tout le monde était extrêmement présent. Ouais. C'est dans ces moments-là où vous pouvez voir qu'il y a un bataillon derrière vous, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est important. Ouais. Eux, ils avaient compris avant vous que la question de l'amputation allait se poser ? On leur avait dit que mon pronostic vital avait été engagé. On leur avait dit de se préparer à peut-être ce que je sois plus là, mais que si jamais je survivais, ce serait pas sans séquelles. Qui va prononcer le mot amputation pour la première fois ? Le médecin. Vous vous souvenez du moment ? Oui. Est-ce qu'il tourne autour du pot ? Est-ce qu'il utilise le mot amputation, comme on utilise sommeil profond pour pas dire coma ? Non, elle a utilisé le mot amputation. Pour moi, c'est absolument pas un mot tabou aujourd'hui. Ouais. Elle a dit, va falloir amputer les pieds et les mains, il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Donc, elle ne vous demande pas votre avis. Elle vous dit que ça va se passer comme ça. Alors là, c'est les médecins de la réanimation. Ils vous disent qu'ils voient pas d'autre solution à ça. Après, vous pouvez vous y opposer, mais pour mourir, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est pas une décision, vraiment. Il n'y a pas de réflexion. Il va se passer combien de temps entre le moment où on va vous l'annoncer et l'amputation ? C'est là, on parle des pieds ? Ouais, on parle des pieds. Au bout d'une semaine, 10 jours, on me fait rencontrer un spécialiste qui me dit, écoutez, il y a une plaie là sur un de vos membres qui est pas belle et vous risquez la septicémie, c'est-à-dire l'infection du sang. Et là, je me suis dit, bon, j'ai déjà failli mourir il y a 2 semaines sans vraiment le vouloir, le savoir. Là, on me prévient, en fait. On me dit que je peux mourir si je ne fais pas ça. Et quand on se retrouve avec, cette question est improbable, ces pieds, on sait qu'on va vous retirer ils ont été amputés à quel niveau ? À 20 cm en dessous le genou, à peu près. D'accord. Donc on appelle ça une amputation tibiale. Oui, c'est ça, au milieu du tibia. Ouais. J'étais danseuse et pianiste. C'est important. Ah là là, j'aurais dû commencer par ça. Merci de le dire, parce qu'en effet, j'imagine toute la portée de ça. Mais là, vous êtes psychologiquement dans quel état ? En mode, je veux sauver ma vie, faites ce que vous voulez, mais sauvez ma vie. Ou est-ce que vous arrivez à digérer ces informations qui sont insensées ? Vous me parlez de coma, d'une jeune femme qui allait très bien et qui rentrait de voyage et qui pensait avoir le Covid, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que l'être humain est bien fait dans le sens où il y a, en tout cas pour ma part, ça a été un mode un peu de sidération, vous savez, comme un lapin devant des phares en pleine nuit, quoi. C'est-à-dire que vous prenez pas la mesure de tout ce qui se passe, mais vous avez quand même tout votre mental
mental pour prendre les décisions et réfléchir. Maintenant, tout le côté émotionnel, c'est comme s'il était mis de côté pour pouvoir faire face à la situation. Je pense que ça doit être un mécanisme d'en effet de survie. De survie ou de dépersonnalisation pour juste... L'émotion arrive après. Ouais. Est-ce qu'on a un rituel de deuil, c'est-à-dire est-ce qu'on dit au revoir à ses pieds? Non mais c'est-à-dire est-ce qu'on les regarde et qu'on leur parle? Ouais. Alors les pieds, j'ai pas trop fait, mais les mains, oui, j'ai. Ouais. Alors parce que les mains vont arriver dans un second temps. Mais sur ces pieds, cette première amputation, comment ça se passe? On vous endort évidemment, heureusement. Et quand vous vous réveillez, comment ça se passe? Quand je me réveille, je me rappelle tout de suite de où je suis et pourquoi. Il n'y a pas de moment de gaz où je comprends pas. On avait prévu avec mon conjoint de l'époque, je suis obligée de dire ça parce que... oui, non mais parce qu'on l'aime plus. Pour qu'il vienne en fait regarder avec moi en fait, une fois à l'opération. Vous vouliez qu'il soit là? Parce que j'ai besoin de soutien en fait, c'est-à-dire juste de soutien, c'était pas pour le confronter. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu personne pour me dire comment on se sent quand on regarde, quand on a les jambes coupées et qu'on voit ça pour la première fois. Vos pieds qui étaient plus là, étaient cachés sous un drap? Voilà, en fait, ils avaient mis le drap de lit par-dessus le bord du lit, ce qui fait que je voyais pas la longueur de mes jambes, en fait. Mais par contre, on vous avait expliqué exactement là où vous aviez été. Oui, je savais. Je voyais de toute façon. Et vous étiez... donc là, par contre... je voyais là où il fallait couper, avant qu'il le fasse. Ouais. Et votre conjoint était donc là. Qui va décider de lever le drap? Alors, mon conjoint n'a pas pu rentrer. Justement, il était prévu qu'il vienne, mais il était plus de minuit et l'hôpital ne l'a pas laissé rentrer. Donc il m'a appelé au téléphone en me disant il me laisse pas rentrer. Donc j'ai dit écoute, c'est pas grave, j'attendrai demain. J'attendrai que tu sois là, j'attendrai demain matin, j'ai pas la force là de lever ce drap toute seule. Et à ce moment-là, des infirmières rentrent dans la chambre et arrivent avec un verre d'eau et me disent est-ce que vous voulez boire? Je dis oui. Et donc elles me disent on va vous relever parce que là vous êtes allongée, donc faut que vous soyez assises pour boire. Et donc elles me prennent chacune sous une épaule et me soulèvent. Et donc j'ai senti. Qu'est-ce qu'on sent? On n'a pas le même poids? On sent qu'on n'a pas le même poids. On sent une coupure nette. C'est pas qu'on sent plus ses pieds, c'est qu'on sent qu'ils sont plus là. On sent le bout de sa jambe près du genou, en fait. C'est un choc sensoriel. C'est un choc sensoriel. Voilà. Ça n'a pas été un choc visuel. Ça a été un choc sensoriel. Donc j'ai attendu qu'elle parte. Là, je me suis effondrée. Donc c'est là que l'émotion est arrivée finalement. Là, d'un coup, vous prenez toute l'émotion. Ouais. Là, je me suis effondrée. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que vous savez, des fois, il y a des choses qui font peur dans la vie, puis en fait, la peur s'arrête quand on se lance vraiment dedans, en fait. Au lieu d'attendre que l'événement arrive à vous, si vous décidez de faire ce plongeon de votre propre gré... Vous reprenez le contrôle. On reprend un peu le contrôle et finalement, c'est moins dur. Et donc, je me suis dit, maintenant que j'ai senti, je vais regarder. J'ai pas attendu que mon conjoint revienne. Je me suis dit que c'était mon corps, en fait. C'était mon histoire, mon corps, c'était moi, en fait. J'étais toute seule encore à ce moment-là. Donc, j'ai pris le drap, j'ai soulevé, j'ai regardé, j'ai fait OK. Et en fait, ça allait mieux parce qu'il n'y avait plus de questions. On vous avait préparé, c'est-à-dire que vous aviez des bandages, plein de choses. Gros bandages, des gros bandages au bout des tibias, ouais. Et vous me dites OK, ça veut dire quoi OK quand vous avez regardé? C'était, pour moi, c'est un des moments, si c'est pas le moment le plus fort de toute cette expérience. Fort, c'est le mot? Ouais, fort, c'est le mot parce que c'est même plus un moment. Enfin, il y a de la tristesse, mais il n'y a pas que ça. C'était vraiment la seconde où j'ai pris contact avec ma nouvelle réalité. En fait, où c'est vraiment la seconde où c'est comme si mon cerveau à ce moment-là a tout compris, a dit maintenant c'est comme ça. Et il y a eu une grosse partie d'acceptation qui a été faite à cette seconde-là. L'acceptation? Ouais. Vous êtes déjà passé à l'acceptation? Alors une partie, mais c'était ok. C'est comme si, vous savez, des fois vous parlez à la vie, quoi. Ok, c'est ça que tu me proposes là maintenant. Bon d'accord. Alors, ça veut pas dire ok, j'accepte, c'est super, c'est cool, c'est facile. Ça veut dire ok, j'accepte de passer par toutes les phases qui vont faire partie de ce truc-là. La colère, le sentiment désespoir, la tristesse. Mais vous comprenez que la vie s'arrête pas là. Reconstruction, joie et tout. Ouais. Je sais que la vie s'arrête pas là. L'expérience que j'ai dans le coma m'aide aussi beaucoup. Je me rappelle et je me dis que je sais que ça s'arrête pas là. Et il y a aussi quelque chose que je me dis très très rapidement, c'est, vous savez, il y a ce machin judéo-chrétien là. Quand il vous arrive quelque chose, c'est comme si vous aviez fait des horreurs que vous deviez payer, machin. Et je me suis dit, mais je suis pas la meilleure personne de cette planète, mais je suis pas la pire non plus. Si moi je mérite d'avoir ça, ça voudrait dire que beaucoup de gens méritent d'avoir ça aussi ou d'autres choses. Et donc je me suis dit c'est pas une punition. C'est sûr, c'est pas une punition. Donc si c'est pas une punition, c'est quoi? Ah oui, ça vous a quand même traversé la tête. Ah oui. Oui. Ouais. Tout traverse. Il y a tout. Oui, il y a tout. Il y a tout. Votre conjoint de l'époque, il va voir vos jambes le lendemain. Ouais. Quelle va être sa réaction, lui?
y a un rapport à pendant toute la période pendant toute la période d'hospitalisation, après les amputations et pendant la rééducation, jusqu'au retour à la maison, c'est un homme extrêmement prévenant, extrêmement présent. Donc j'ai pas l'habitude, mais je me dis tiens, ça va peut-être changer quelque chose. Vous étiez ensemble depuis combien de temps ? On est ensemble depuis 3 ans. Et il s'était pas montré comme ça avant ? C'était une relation très compliquée, une relation. Vous reviendrez pour une émission sur les relations compliquées ? Oui, on utilise le mot toxique un peu à toutes les sauces, mais là, je pense qu'on peut appeler ça toxique, oui. Et alors, ce qui est complètement dingue dans votre histoire ici, c'est que c'était pas fini. C'est-à-dire que combien de temps après avoir été amputé des pieds, on va vous parler des mains ? Une dizaine de jours après. Mais vous l'aviez compris avant ? Oui. Combien de temps après ? Tout de suite, c'est venu à votre tête en disant « je connais l'étape d'après » ? Oui, je savais. Je savais qu'à partir du moment où je faisais les pieds, les mains, alors, en fait, vous devenez une momie. Vous voyez, vous avez été au Louvre, c'est tout noir, c'est tout sec, c'est rabougri. C'était ça, en fait. C'est-à-dire que votre corps se momifie, mais vous êtes vivant. Elle vous faisait peur, vos mains ? Un peu, ouais. Alors, je m'étais habituée. Aujourd'hui, c'est des photos que je peux plus regarder. Alors peut-être que j'y reviendrai, mais je pense qu'il y a des étapes, je me laisse le temps. Mais c'est des photos qui sont trop difficiles à regarder pour moi, ouais. Parce que vous nous racontez, ça date d'1 an, 1 an et demi, donc c'est pour ça que je le dis pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Parce que les mains, j'ai envie de dire, les pieds, on peut les cacher. Oui. Les mains, on les a vraiment sous ses yeux toute la journée. Ouais. Vous me disiez que, donc 10 jours après, on vous a dit, il va falloir le faire. Oui. Donc on vous a vraiment laissé le temps un petit peu de la digestion, ou pas ? Ou non, c'est même pas ça. C'est que du coup, le spécialiste, il est dispo à telle date, et donc telle date. C'est pas les mêmes spécialistes des pieds que pour les mains. Non, c'est pas les mêmes. Ouais. On s'est très bien occupé de moi. J'ai eu des gens très très pros. Il y a un rituel où on dit au revoir à ses mains ? Là, pour le coup, j'ai dit au revoir à mes mains parce que il y avait le piano quand même. Ah, évidemment. Et donc, je pensais pas encore à plein de choses que je sais aujourd'hui. Voilà, passer la main dans les cheveux de ses enfants, c'est une grande chance. Passer la main dans l'herbe au printemps quand elle est toute neuve, toute tendre, c'est une chance. Vous voyez, enfin, j'ai perdu quand même le sens du toucher. Il y a des capteurs dans les mains qu'il n'y a pas ailleurs dans le corps. Donc, reconnaître des formes les yeux fermés, pour moi, c'est impossible aujourd'hui. Donc, j'avais pas conscience de tout ça, mais pour le piano et pour le fait de pouvoir toucher mes enfants, j'ai dit au revoir à mes mains. Comment on dit au revoir à ses mains ? C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est avec de la tendresse, avec une reconnaissance et une gratitude. C'est ça, c'est merci pour ces 40 années. Mais ça s'arrête là. Mais c'était de la gratitude, ouais. Toute notre conversation me paraît insensée. Parfois, quand je l'écoute avec un petit pas de recul sur et en même temps, vous en parlez avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humanité. Mais d'abord, ce réveil sans vos mains, était-il le même que ce réveil sans vos pieds ? Cette phrase, sortie de son contexte. Cette phrase est incroyable. Qu'avez-vous ressenti ? Alors les mains, c'était presque plus facile. C'est-à-dire que c'était parti, en fait. Je savais à quoi je m'attendais. Même chose, je me suis réveillée, je me suis rappelé où j'étais et pourquoi. Et je savais que je pouvais affronter la première vue de mes nouveaux bras, seule. Donc pareil, on va dire, moi je les ai sous les yeux, mais vos bras sont amputés au milieu de l'avant-bras. C'était comme alors, en fait, la main et puis on va dire 7 cm de poignet. Voilà. Je peux me permettre de poser une question basique. Oui, vous ressentez quoi ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Parce que là, en effet, je vois, vous pouvez vous bouger, vous toucher avec ses bras, avec vos bras, avec mes mains. Quand je vais aux toilettes, je dis je vais me laver les mains. Enfin, je vais pas changer ma façon de parler du coup. Qu'est-ce qu'on sent au toucher quand on est amputé ? On sent ce que vous sentiriez si vous faisiez avec votre avant-bras, si vous touchiez la table. Voilà, on sent. Je suis en train de le faire du coup. Voilà. Et vous me le montrez. Mais moi, je sens encore mes mains. Je peux compter sur mes doigts. Quand j'ai besoin de compter sur mes doigts, je compte sur mes doigts à l'intérieur, en fait. Il n'y a pas une histoire de membres fantômes ? Oui, il y a ça. Il y a ça. Alors, et puis, les mains sont reliées aussi au reste de votre bras. C'est pas isolé. Donc, quand vous bougez un doigt, si vous regardez bien, il y a tout le reste de votre bras qui bouge. Donc, il y a aussi, en effet, les membres fantômes. On appelle ça les membres fantômes. Je sens encore mes pieds aussi. Enfin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, allez, je crois que j'ai compté jusqu'à 3. Tiens, je me rappelais pas de ce truc-là. J'ai compté jusqu'à 3. J'ai dit, allez, on y va. 1, 2, 3. Et j'étais allongée et j'ai plié les coudes pour voir la longueur et j'ai reposé. Mais j'ai pas pleuré, ça allait. C'était dans la continuité. Je savais déjà de toute façon ce qui allait m'arriver. À quel moment aujourd'hui elles vous manquent le plus, vos mains ? Quand je fais tomber les choses en rafale. Et que là, je me retrouve, par exemple, pas plus tard qu'il y a 3 jours à la salle de sport, vous savez, avec les bancs, avec des trous
Oui, très bien, ouais. Et du coup, j'ai mes trucs qui tombent, et sauf que moi, il faut que je me penche vraiment très bas pour attraper quelque chose avec mes mains. Enfin, à chaque fois, c'est un sketch. Je pense qu'il faudrait me filmer dans ces moments-là. Je peste. Je dis avec mes mains, ouais. Je dis mes mains, mes pieds, je sais pas. Est-ce que c'est pénible parfois de demander de l'aide? Non. Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est très facile? Vous dites, aujourd'hui, c'est très facile. Très facile. Ouais, c'est facile pour moi parce que. Alors déjà, je suis agréablement surprise parce que c'est extrêmement rare qu'on refuse de m'aider. Les gens le font même avec plaisir la plupart du temps. Et puis, en fait, ça crée un contact. Oui, quelque part, vous avez raison, ça met du lien. Ouais. Ouais. Donc, non, ça me dérange pas du tout. Combien de temps vous êtes passé en rééducation, un centre de rééducation, Lucie? 4 mois. Une semaine après l'amputation des mains, je suis arrivée là-bas au mois de mai. Et alors, le retour à la maison, comment il s'est passé? Le retour à la maison, on l'idéalise beaucoup parce qu'on en a marre d'être à l'hôpital. On en a marre, j'avais fait 6-7 mois en hôpital et en centre de rééducation. Et je devais pas sortir tout de suite, j'aurais dû rester beaucoup plus longtemps. Mais on l'idéalise parce qu'on a envie de rentrer chez soi. De retrouver ses enfants. Ouais, retrouver ses enfants et puis sa vie, quoi, son sa canapé, maison, sa vie, ses sa odeurs, maison, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Sauf que rien n'est adapté. Non. À une jeune femme en situation de handicap. Ouais. On s'attend à revenir dans le cocon, sauf que le cocon, il est étranger. Il est même parfois dangereux. Donc oui, dangereux, oui, pour votre corps, oui, pour votre intégrité physique. Il y a un petit malaise. C'est pas si facile que ça de rentrer chez soi. Et est-ce que à ce moment-là aussi, vos proches, ils attendent de retrouver la même? J'imagine que vos enfants attendaient de retrouver maman, tout court, oui. Pas maman différente. Oui, après, je pense que mes enfants, aujourd'hui, je suis toujours leur mère, en fait. Rien, je pense pas que beaucoup de choses aient changé, à part qu'ils me voient peut-être dans une force dans laquelle ils m'avaient pas vue avant, et moi non plus. C'est vrai que vous dégagez une immense force. C'est vrai que c'est vraiment ce qui se dégage de vous. Ouais, je me rends pas compte. Transpire de vous. Il y a ça, c'est important pour moi de le dire. Pour moi, il y a pas de force sans vulnérabilité. C'est un équilibre entre les deux. C'est un samouraï qui est toujours au taquet, qui gagne tous ses combats, qui est toujours fort. Ça n'existe pas, en fait. Donc, il y a forcément des moments où il faut qu'il pose les armes et un genou à terre. Et moi, je pense que c'est dans ces moments, enfin, c'est l'expérience que je fais, c'est dans les moments d'immense vulnérabilité que je m'autorise, que je peux aller puiser cette force-là, en fait. Ce qui a été difficile, donc, c'est de tout réadapter, tous s'habituer aux gestes du quotidien, à les faire différemment. C'est à ce moment-là que votre compagnon de l'époque est devenu de l'époque? C'est joliment dit. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, il m'a aidé un petit peu. Et puis, on était dans une relation ultra patriarcale, dans le sens où il n'y a pas de partage des tâches du tout. Donc c'était vous qui faisiez tout? Oui, même amputé des pieds et des mains. J'avais mes 3 enfants et il y avait son fils aussi. Mais c'est moi qui m'occupais des 4 enfants. Il était souvent, comme à son habitude, sur le canapé, à scroller à son téléphone. Il y avait une histoire de déni? Je sais pas. Je pense qu'en fait, avec le recul, quand j'arrive à voir au-delà de ma colère, je pense que il s'est senti tellement coupable qu'il n'a pas... Coupable de quoi? Parce que c'était à l'occasion d'un voyage chez lui? Je pense, ouais. Je sais qu'il y a ça en lui. Et après, vous savez, moi, je peux me sentir coupable aussi de pas avoir pris le traitement. Enfin, on décide un moment ce sur quoi on porte son attention pour continuer, en fait. Et c'était quand même une personne assez violente verbalement, une personne très égocentrique. Et je me suis rendu compte que c'est une personne qui, pendant 3 ans et demi de relation, a bombé le torse, mais en termes une fois que les vraies difficultés de la vie arrivent, une fois que la vie vous met vraiment à l'épreuve, il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est vous qui avez pris la décision de terminer cette relation? Non, c'est lui. Il est parti un soir dans une énième dispute, une énième colère qui partait de rien. Et j'ai l'impression qu'il cherchait à provoquer des situations de plus en plus absurdes, comme s'il fallait... un prétexte. Ouais, c'est l'impression que j'ai eue. Alors je peux pas parler à sa place. Vous vous êtes retrouvée seule seulement 8 mois après votre quadruple amputation. Ouais. Et c'est là où vous allez m'épater, quoi, en fait. Parce que ça vous a pas affaibli. Vous voilà encore plus forte. Quelques mois plus tôt, vous êtes retrouvée seule, avec vos 3 enfants. Et alors là, est-ce que c'est vertigineux quand il est parti du jour au lendemain? Oui. L'homme de l'époque. Ouais. L'homme de l'époque, on se retrouve à la maison avec 3 enfants. Ouais. Là, on se dit, c'est quoi? On les 3 enfants en garde complète, puisque leur papa, pour des raisons de santé, n'était plus capable du tout d'assurer sa garde. Oh, là, est-ce qu'il y a eu un moment vertigineux? Oui, bien sûr. Et là, on peut parler de plongeon. J'ai fait un plongeon de 2-3 mois très dense. Un handicap, c'est difficile. Une rupture, c'est difficile. Mais une rupture... suite à un handicap, ça a une saveur vraiment particulière. Dépression? Ouais, est-ce qu'on peut parler de dépression? Après, moi, c'est un mot qui m'agace un peu parce que c'est comme quelque chose qu'on doit soigner. Et moi, je pense que ces moments-là, ils sont faits pour digérer ce qui est dur.
et qui sont extrêmement nécessaires. En tout cas, vous, c'était le coup de massue suite à tout ce que vous aviez vécu. Je me disais, mais comment c'est possible? Mais comment j'ai pu me mettre dans une situation comme ça? Mais c'était pas vous. Là, il y a encore de la culpabilité. Oui, parce que j'étais restée pendant 3 ans avec un homme que je savais mauvais pour moi. Pourquoi je me suis pas réveillée plus tôt? Oui, il y avait un peu ce truc-là. Et puis, en fait, rapidement, je me suis fait accompagner par une coach. J'ai eu besoin de ça. C'était une très très bonne décision. Et puis rapidement, j'ai commencé à regoûter à ce que c'est de dire ce qu'on veut quand on veut, de faire ce qu'on veut quand on veut, d'aller où on veut. Enfin, sans voiture, mais bon, voilà, j'arrive à me débrouiller avec les amis. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai eu l'impression de revenir dans mes chaussures, quoi. C'est improbable cette phrase aussi, quand on n'a plus de pieds, pardon. Ouais. J'étais à côté de mes pompes pendant les 3 dernières années avec cet homme-là. Je vous adore. Par ma faute, parce que j'y suis restée. Et là, j'avais l'impression de me réinvestir, en fait. Comment vous avez fait pour vous réapproprier ce nouveau corps? Il s'est passé plein de choses. Il y a eu, avec les quelques interviews et vidéos, parce qu'évidemment, non seulement la résilience est à la mode en ce moment, mais alors en plus, quand vous êtes quadri-amputé, voilà, vous êtes la bête à 3 pattes et vous attirez l'attention. Donc, il a commencé à avoir des interviews, etc. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour proposer de m'aider à reprendre la danse, etc. Parce qu'il était parti avec les passions. C'était avec mon conjoint de l'époque que je faisais tout ça. La danse et le chant. Donc, j'ai même pas eu ces passions pour me reconstruire. Et donc, il y a eu plein de gens qui se sont manifestés, dont une photographe qui m'a proposé une séance photo habillée et puis une séance photo en sous-vêtements avec veste, enfin, donc des choses que j'avais jamais faites en tant que valide, que j'aurais, je pense, jamais faites en tant que valide. Vous êtes aimée physiquement quand vous avez vu ces images? Ouais, j'ai aimé ces photos. J'ai aimé faire ça déjà, j'ai trouvé ça drôle et puis elle m'a mise à l'aise et puis j'ai aimé le rendu, j'ai aimé les photos et je me suis dit mais ouais, c'est possible en fait. C'est possible et aujourd'hui je me sens, c'est bizarre ce que je veux dire, je me sens mieux dans ma peau que quand j'avais mes pieds et mes mains. Enfin si je prends tout le contexte de ma vie, oui, pas tout le contexte, pas que physiquement, etc., voilà. Mais c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui votre vie vous épanouit plus? Parce que j'ai arrêté de me fuir, j'ai arrêté d'avoir peur de m'occuper de moi, j'ai arrêté de penser que, en effet, j'étais une personne moins bien qu'une autre, j'ai arrêté de me sacrifier pour quelqu'un, et puis j'ai commencé à croire en moi, puis j'ai commencé à me dire, mais en fait, vous savez, le handicap, ça vous met une vraie limite dans la vie. Quand vous avez une vraie limite dans la vie, vous comprenez ce que c'est une fausse limite. Et en fait, je pense que j'avais beaucoup de fausses limites avant. C'est pas le temps, pas d'argent, pas encore l'élan, pas prête. Mais en fait, j'étais pétrie de trouille, de ratés, de... Vous voyez, il y a ce truc-là en fait qu'on a un peu tous, je pense. Oui, c'est pour ça que un moment, quand la vie vous montre ça, ce que c'est une vraie limite. Mais en fait, ça fait péter le plafond de verre au-dessus de votre tête que vous avez mis 40 ans à vous construire pour vous limiter. J'imagine tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui marquent une pause en vous écoutant et qui réfléchissent à leur propre vie. C'est ça l'effet que ça fait. C'est pour ça que c'est dingue d'entendre des amputés ou des gens comme Philippe Croison dire « mais je reviendrai pas en arrière ». Mais c'est ça qu'on ressent, c'est que il y a plus rien vraiment qui est impossible. Et donc, vous finissez par ne plus avoir de colère pour ce qui vous arrive parce que cette chose qui vous arrive... vous a libéré. Voilà, c'est ça. Exactement. Quels sont les projets qui vous rendent si heureuse et si lumineuse aujourd'hui ? Alors, la danse, est-ce que vous pouvez pratiquer de la danse? Oui. On vous a vu dans le clip des Jeux paralympiques. Oui. Ça, c'était ouf aussi. Ça, c'est dingue de vous retrouver là-dedans. On vous appelle pour que vous puissiez avoir le droit de donner votre avis c'est génial. Devant le monde, donc c'est magnifique. Et la danse alors? La danse, oui, j'ai repris. Alors, j'ai repris en prothèse au départ. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de mobilité à genoux. Et vous dites, en fait, est-ce que vous pouvez danser? En fait, tout le monde peut. Même si il y a même des gens qui dansent en fauteuil, juste avec leur tête et leur regard, et qui font des trucs incroyables. Donc, en fait, tout le monde peut. Tout le monde peut tout faire. Après, on fait pas les choses pareilles, c'est tout. Vous êtes heureuse? Je sais pas est-ce qu'on se lève un matin en disant je suis heureuse? Je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'apprends de la vie, je suis hyper contente de l'apprendre. Je suis heureuse de la manière dont je commence à voir les choses. Je suis heureuse de la bienveillance que je m'offre aujourd'hui quand j'arrive pas à faire quelque chose ou quand je passe toute la journée à être un peu en pétard contre tout et rien. Je me pardonne de ça. Je suis heureuse de la manière dont je me traite aujourd'hui. Je suis heureuse de la manière dont je me vois et donc dont je vois les autres. Je suis surtout confiante. Après, il y a forcément, encore une fois, la polarité. Pour être heureux, faut avoir des moments où on l'est pas. Pour aller chercher la force d'aller encore mieux. Voilà, et être patient avec soi. Ouais. Et est-ce que vous avez un homme de cette époque? Non, j'ai pas un homme de cette époque. Alors, je suis en train de découvrir. En fait, vous êtes en work in progress.
on va dire ça. Alors, je pense que j'avais besoin, vous savez, après une relation toxique, en fait, c'est souvent de la dépendance affective, un gros problème pour être seule. Cette période de solitude, j'ai compris qu'elle était ultra bénéfique pour moi, en fait. Donc, j'ai appris c'est encore récent, hein, il est parti en janvier. Je pense que j'ai encore besoin d'un peu de temps pour bien me construire. Et puis, elle est pas si désagréable, cette période de célibat. Il y a des moments où je me dis, c'est plutôt pas mal. Après, pour rien vous cacher, en fait, il y a des gens qui sont particulièrement attirés par la résilience. Il y a même des gens qui sont particulièrement attirés par les personnes handicapées. Donc, vous n'avez jamais eu autant de succès. C'est un peu ça. Et incroyable. En fait, j'avais contacté une personne qui s'appelle Ursula, qui est amputée des 2 bras, et je lui avais dit, mais comment ça se passe ta vie affective? Parce que j'avais peur, en fait. Et j'ai toujours peur. Je vais pas vous dire que là, je suis hyper confiante. Bien sûr que j'ai toujours peur. Je suis une femme quadri-amputée. C'est pas rien. Mais elle m'a dit, tu sais, j'ai jamais eu autant de conquêtes que depuis que je suis handicapée. Je fais, mais non. Et en fait, si. Et en fait, vous faites draguer tout le temps. Oui, c'est ça. Mais après, c'est pas, voilà, c'est pour tout ce que vous dites. Oui, puis il y a de tout. C'est-à-dire que je m'emballe pas, vous voyez. Mais moi-même, je pourrais vous draguer tellement je vous trouve super. Oh, vous êtes mignonne. Merci beaucoup, Lucie. Vraiment, c'est un témoignage extrêmement précieux qui nous fait vraiment, vraiment, vraiment réfléchir. Et le titre de notre émission prend vraiment tout son sens. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.